Bonjour, professeur Esther Duflo, et merci de nous rejoindre. On est à la fin d'une longue et riche journée ici au Cirque d'hiver, qui par ailleurs est un endroit que j'aime beaucoup pour amener mes enfants voir le cirque, mais aujourd'hui on va parler de choses plus sérieuses. Esther Duflo, je ne vais pas lister tout votre curriculum vitae, économiste du développement. Vous avez été conseillère de Barack Obama, vous êtes professeur au MIT, lauréate du prix Nobel d'économie et de bien d'autres distinctions prestigieuses. Vous avez fondé le Jameel Poverty Action Lab à Boston. Il s'agit donc d'un laboratoire où vous faites des expérimentations. Et ma première question est vraiment de vous demander de nous exposer la méthodologie que vous utilisez pour ces expérimentations en économie. Oui, bien sûr, la méthodologie va être, je pense, très familière à beaucoup de vos auditeurs, puisqu'il s'agit de la même méthodologie que celle qui est utilisée pour les essais cliniques en médecine. Donc, de la même façon que pour tester un nouveau vaccin ou un nouveau médicament, on prend un échantillon de gens, on choisit au hasard un groupe de gens et un groupe reçoit, par exemple, le statu quo, un groupe reçoit le nouveau médicament qui pourrait le remplacer, et puis on compare les résultats dans les deux groupes. Eh bien, nous faisons la même chose, mais pour des interventions dans le domaine social, dans le domaine de lutte contre la pauvreté, entendu au sens large. Par exemple, si on se pose la question non plus de développer un nouveau vaccin contre le Covid, mais quel est le meilleur moyen de le faire accepter? On pourrait essayer différentes méthodes, par exemple différents types de messages pour convaincre les gens dans différentes régions et les comparer les unes aux autres. Et si ces régions ont été choisies au hasard, eh bien, on peut s'assurer que c'est bien l'effet du programme qu'on isole et pas quelque chose d'autre. Alors qu'en général, si ce n'est pas choisi au hasard, les régions ou les personnes qui décident d'adopter telle ou telle politique ou tel programme sont aussi différentes de beaucoup d'autres manières. Et du coup, on ne peut pas vraiment isoler l'effet du programme lui-même par opposition à tous ces autres facteurs. D'où l'intérêt de l'essai clinique et de l'expérimentation aléatoire dans le domaine social autant que pour la médecine. Est-ce que vous pouvez nous citer un exemple concret d'une étude que vous avez mise en place? Vous avez un réseau global avec lequel vous travaillez et particulièrement, alors vous touchez plusieurs domaines des sciences sociales, mais peut-être plus particulièrement sur les questions de santé publique sur lesquelles vous avez beaucoup travaillé. Oui, donc JPA, le Jameel Poverty Action Lab, est en fait plus un réseau qu'un laboratoire. Aujourd'hui, nous sommes plus de 1000 chercheurs associés au réseau dans le monde entier et qui travaillent toujours en collaboration avec des acteurs de terrain, que ce soit des gouvernements, des ONG, etc., pour développer des programmes. Et quand la crise de Covid s'est déclenchée, ça a conduit à une transition extrêmement rapide a été nécessaire puisque beaucoup des interventions qui étaient en route ont dû s'arrêter et il devenait indispensable d'avoir quelque chose à dire le plus rapidement possible sur comment persuader, comment pouvoir aider les gens à adopter les comportements qui pouvaient les protéger au début de la crise du Covid, quand on n'avait pas encore de vaccins ou de médicaments. Donc, ce qu'on a fait, par exemple, d'abord en Inde, c'est en travaillant avec le gouvernement du Bengale occidental, un des très gros États à l'est de l'Inde. On a divisé donc l'État en codes postaux. Il y a à peu près 1 millier de codes postaux au Bengale occidental. Et on en a choisi au hasard 900. Et dans ces 900, on a envoyé à tous les inscrits à un réseau de téléphones mobiles des toutes petites vidéos très courtes enregistrées par Abhijit Banerjee, qui est une personnalité reconnue
d'une part parce qu'il a gagné le prix Nobel, d'autre part parce qu'il est le responsable de la commission de santé, simplement leur rappelant l'importance déjà de déclarer leurs symptômes à l'infirmière du village et de porter un masque, de pratiquer la distanciation sociale, etc. Donc, l'aspect expérimental, c'est qu'on a laissé de côté à peu près 300 codes postaux laissés au hasard, et donc les vidéos ont été envoyées à 30 millions de personnes en laissant de côté pour voir si c'était efficace ou pas. Et par ailleurs, l'autre aspect de l'expérience, c'est on a voulu voir est-ce que ce qui était dit était important. Est-ce que au tout début de la crise du Covid, c'était en mai de 2020, on ne savait pas comment présenter les choses. Est-ce qu'il fallait faire peur aux gens ou est-ce qu'il fallait leur donner de l'espoir? Est-ce qu'il fallait insister sur les effets individuels du Covid ou sur la protection des anciens, etc. Et donc, on avait aussi je crois 6 différents messages qui ont été envoyés au hasard également. Et ce qu'on a pu voir, c'est que recevoir un message était très efficace, non seulement sur ceux qui le recevaient, mais aussi sur les autres du village qui appartenaient à d'autres réseaux de téléphone et donc qui n'avaient pas reçu le message eux-mêmes. On voit d'énormes, une contagion en quelque sorte, une contagion du message dans le réseau social local. Par contre, la teneur même du message a l'air d'être moins importante. C'est plus important d'avoir une énergie sur votre téléphone, vous rappelez qu'il est important de faire attention au Covid. À peu près en même temps, on a fait toute une série d'expériences aux États-Unis également pour essayer de développer un message efficace, non seulement pour la population en général, mais en particulier pour la population africaine-américaine qui souffrait particulièrement, qui a été particulièrement affectée par le Covid. On a commencé par faire des expériences avec 10 000, 20 000 sujets où on suivait les données bien en détail, leur comportement. Et on a vu le même type de résultat, c'est-à-dire les gens avaient l'air de répondre aux messages qui leur étaient diffusés par des médecins, répondre aux vidéos, retenir les messages et dire qu'ils voulaient changer leur comportement. Donc ça nous a fait les disons, pour nous mettre en rapport avec Facebook, qui a accepté de mener une énorme campagne sur son réseau avant les fêtes de Thanksgiving et Christmas. Oui, Noël, pardon. À Thanksgiving et à Noël, le CDC, le gouvernement, tout le monde essayait de dire ne voyagez pas, ça risque de faire exploser la pandémie. Et donc, ce qu'on a fait, c'est un groupe de docteurs, des femmes, des hommes, des noirs, des blancs, des infirmières aussi, venant de tous les États, ont enregistré des petites vidéos pour encourager les gens à rester chez eux. Et ces vidéos ont été envoyées sous la forme de publicité aux abonnés de Facebook. Là aussi, donc à peu près à 30 millions de gens, randomisés, donc sélection aléatoire au niveau géographique. Et donc, on peut suivre à la fois l'effet direct, la mobilité des gens. Est-ce que les gens ont effectivement moins voyagé? Et c'est ce qu'on trouve. Et 2 semaines plus tard, les cas de Covid qui sont enregistrés par le ministère de la Santé dans chaque État et où on voit une réduction du Covid simplement par avoir envoyé cette vidéo. Ce qui est quand même assez remarquable parce qu'on sait que, enfin, on espère toujours que ces interventions non thérapeutiques sont efficaces, mais on n'en avait, je crois, pas de preuves complètement rigoureuses jusque-là. Et à propos de ces interventions incluant la technologie, est-ce que vous pensez que c'est l'effet de la nouveauté et le côté un peu gimmick de la vidéo qui crée l'intérêt et qui pousse à l'action, ou bien est-ce que vous pensez que ça va être une tendance qui va s'inscrire dans la durée, que ça deviendra un moyen de communication sur les problèmes de santé en particulier standard dans l'avenir? Au Bengale, c'est possible, puisque de fait, notre groupe de contrôle n'était pas un groupe qui recevait rien du tout, était un groupe qui recevait juste un texte, mais pas de vidéo.
Et donc on voit bien que c'est la vidéo qui a fait la différence. Et c'est dans un environnement au Bengale où les gens recevaient énormément de messages. Ils étaient complètement inondés par les messages. Et peut-être que la vidéo, et en particulier de voir Abhijit Banerjee apparaître sur leur téléphone, est quelque chose qui a eu un effet nouveauté. Pour le projet de Facebook, je ne pense pas que la vidéo elle-même est une nouveauté. C'est des abonnés de Facebook, c'est une publicité dans Facebook. Ils en reçoivent probablement plusieurs dizaines par jour. Je pense qu'il n'y a rien de nouveau dans la publicité elle-même. Mais je pense que là, le levier qui a permis l'efficacité, c'est que c'est des médecins et des infirmières qui parlaient. Or, on sait que les médecins et les infirmières sont la profession dans laquelle les gens ont les plus confiance. Et donc là, c'est vrai qu'en général, c'est son médecin, son infirmière, mais je crois que ce capital de confiance s'étend au-delà de son propre médecin à la profession en général. Et de voir ces médecins qui disaient tout simplement, en s'enregistrant sur leur téléphone, une qualité de production pas forcément excellente, mais beaucoup d'authenticité, qui disaient « je vous en supplie, ne voyagez pas à Thanksgiving ». Ou pour Noël, c'était cette année, nous restons... nous célébrons en famille, nous ne voyageons pas pour Noël, a permis de... Je crois que c'est ça qui a permis l'efficacité. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a beaucoup parlé aux États-Unis du fait que les réactions au Covid sont extrêmement polarisées politiquement. Et ce qu'on a vu dans cette étude, c'est que, en l'occurrence, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire l'effet dans les endroits, dans les régions qui ont voté massivement pour Trump, est aussi important que dans les endroits qui ont voté massivement démocrate. Donc, en quelque sorte, la raison peut-être pour laquelle il y a plus de polarisation, c'est pas parce que les gens n'écoutent pas le message, en tout cas quand il est porté par des docteurs ou des infirmières, mais parce qu'ils sont jamais exposés à ce type de message. Parce qu'ils vivent dans leur chambre d'écho, dans leur bulle. Chacun d'entre nous vivons dans notre propre bulle. Hein. Moi, je vis dans ma bulle, vous-même dans la vôtre, les électeurs de Trump dans la leur, et que ces bulles, en général, ne communiquent pas. Et je pense que la leçon plus large, c'est qu'il ne faut pas hésiter à faire exploser les bulles, justement, avec des messages comme ça, très généraux. Guy avait une question. Oui, juste. Alors, pour aller dans le sens de ce que vous dites, alors que dans nos pays, on s'inquiète de plus en plus de la désinformation que créent les réseaux sociaux, vous nous dites que Facebook, en Inde, a poussé les gens à se faire vacciner? Aux États-Unis. Aux États-Unis. En Inde, en l'occurrence, oui. C'est pas Facebook, c'est cette intervention sur Facebook. C'est ça. En même temps que notre intervention, il se passe plein de choses sur Facebook qui sont de la désinformation, on le sait. Ça montre le pouvoir de Facebook de faire passer des messages que les gens écoutent. Mais ça peut être des messages qui vont dans le bon sens, ça peut être des messages qui vont dans le mauvais sens. De la même manière, l'expérience en Inde montre qu'une personnalité influente, en disant quelque chose, peut pousser les gens à changer de comportement. À nouveau, ça peut être une personnalité influente qui dit quelque chose de positif, qui va dans le bon sens, ou qui dit quelque chose, ou qui fait passer la désinformation, qui va dans le mauvais sens. Donc, en tant que tel, c'est pas du tout un jugement de valeur positif sur Facebook, le projet aux États-Unis. C'est plutôt de dire on peut utiliser Facebook comme un moyen de communication positive. Et même chose sûrement pour Twitter et les autres messages. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des informations négatives qui passent, et on le sait qu'il y en a. Donc, à partir de toutes ces informations que vous collectez, des conclusions de ces études randomisées, comment est-ce qu'on peut aller vers les politiques, vers les décideurs, vers les gens qui vraiment forment les politiques de santé et qui prennent les décisions? Quel est le chemin qui est le plus facile selon votre expérience, Esther Duflo? Là, par exemple, dans le cas de l'étude au Bengale, comme elle était faite en collaboration avec le gouvernement, les résultats ont immédiatement été entendus et immédiatement été mis en œuvre, en quelque sorte. Puisque cette étude, au tout début du Covid, en mai 2020, a montré qu'envoyer des messages par vidéo, que Abhijit Banerjee envoyant des messages par vidéo était efficace.
Du coup, ça a été répété un certain nombre de fois, c'est-à-dire il a pu faire 4 campagnes à 4 moments critiques de la crise du Covid en Inde, cette fois sans études, puisque c'était clair que c'était déjà efficace d'après la première étude qu'on avait faite, mais touchant tout le monde qui appartenait aux deux plus grands réseaux au Bengale. Donc là, la connexion s'est faite immédiatement. Dans d'autres circonstances, il y a un cheminement un petit peu plus long entre la preuve de concept qui est réalisée dans une expérience et l'adoption à grande échelle d'une politique. Quand il s'agit de politiques un peu plus compliquées que d'envoyer des messages, par exemple, pour continuer sur la vaccination, des leçons sur une organisation physique d'une campagne de vaccination, comment faire les choses, est-ce qu'il faut donner des incitations, etc. C'est des leçons qui, pour se transformer en politique, ont besoin de plus de pilotes à grande échelle avec le gouvernement et d'acceptation du gouvernement. Mais depuis que JPAL existe, donc ça fait maintenant un petit peu plus de 15 ans, nous avons vu d'énormes progrès sur l'acceptation par les décideurs politiques de résultats randomisés et aussi beaucoup plus de volonté de participer aux expériences eux-mêmes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que 540 millions de gens ont été touchés par des politiques qu'un membre du réseau a pu trouver, dont un membre du réseau a pu démontrer l'efficacité dans une expérience. Ce qui est une manière de montrer l'influence que ces projets ont au total. J'ai juste une question, cher Esther. J'ai appris, moi je suis urologue, et j'ai appris que Thomas Pesquet, dans la station spatiale internationale, faisait pipi dans une petite boîte qui lui permettait de créer de l'eau qu'il buvait, puisque l'urine c'est 95% d'eau. Est-ce qu'il est possible, à terme, comment pourrait-on mettre ces technologies à disposition de ceux qui n'ont pas d'eau? Je pense par exemple à Karachi, 17 millions d'habitants, dont 2 millions n'ont pas d'eau potable. Comment peut-on faire? Est-ce qu'il y a des moyens possibles, avec les études que vous faites, d'aboutir à ce que la technologie la plus pointue soit à disposition de ceux qui en ont le plus besoin? La question, en fait, c'est toujours est-ce qu'on a besoin de la technologie la plus pointue ou est-ce qu'on a besoin d'une technologie moins pointue mais qui déjà aujourd'hui n'est pas répandue. C'est-à-dire, par exemple, pour les questions d'eau potable à Karachi, peut-être que même sans en passer par le recyclage du pipi, peut-être qu'il y a d'autres choses qui pourraient être faites, qui existent déjà et qui ne sont pas encore mises en place. Et beaucoup de nos travaux consistent justement à se poser la question de comment ça se fait qu'il existe des technologies qui ne sont pas, dont on connaît l'efficacité, mais qui ne sont pas adoptées de manière large. La vaccination, par exemple, est un exemple évident. Pourquoi, quelles sont les différentes barrières à la vaccination, que ce soit la vaccination infantile, 25 millions d'enfants chaque année ne sont pas vaccinés, que ce soit aujourd'hui l'exemple de la vaccination contre le Covid. Et donc, au-delà, disons, du développement de nouvelles technologies qui font avancer la frontière pour tout le monde, il y a aussi la diffusion des technologies qui existent déjà et l'identification de ces barrières, qui peuvent être financières, qui peuvent être logistiques, qui peuvent être politiques, qui peuvent être d'information. Et beaucoup de nos travaux s'appuient là-dessus. Enfin, essaye de résoudre cette question-là. C'est bon. Mais écoutez... On vous remercie, Esther Duflo. Merci beaucoup pour cet excellent échange et bon courage à JPAL pour ses prochains travaux. Merci encore. Merci. Merci à vous. Merci à vous.